André Comte-Sponville, vous êtes philosophe. La question du sport est une question qui n'occupe pas dans votre œuvre, c'est le moins qu'on puisse dire, une place centrale. Peut-être le sport occupe-t-il une place dans votre vie, bien que pour vous la philosophie consiste à penser sa vie et vivre sa pensée. Si le sport occupait une place importante, vous en parleriez sans doute. Mais est-ce à dire que le sport, pour vous, est quelque chose d'indifférent? Indifférent, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est vrai, pas quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, c'est pas seulement dans mon œuvre, comme vous dites, qu'il occupe peu de place, c'est dans la philosophie. Si on fait des recherches, on trouvera quelques petits textes de philosophes où il est question du sport, mais c'est toujours un petit peu en passant, toujours à la marge. Peut-être que ça reflète ce qui pour moi est une évidence, mais que notre époque médiatique a tendance à oublier, c'est que d'évidence, le sport n'est pas l'essentiel de la vie. Le sport n'est pas l'essentiel de la société, le sport n'est pas l'essentiel d'une civilisation. Autrement dit, le sport est très clairement quelque chose de secondaire, en général. Bon, c'est pas très important, voilà ce qu'il faut dire d'entrée de jeu. Et alors, dans ma vie, c'est plus que secondaire, ou moins, c'est-à-dire que c'est pas important du tout. C'est-à-dire que je ne fais pas de sport, j'ai une vie active, je marche, je bouge, je suis pas affalé devant ma télé, mais je ne pratique aucune discipline sportive. Et malgré tout, le sport m'intéresse pour deux raisons. D'abord parce que c'est un phénomène de société, et c'est devenu aujourd'hui même un phénomène de société bizarrement majeur. C'est-à-dire qu'objectivement, c'est pas très important, et pourtant, ça occupe une place énorme sur nos écrans de télévision, dans les pages de nos journaux. Donc le sport m'intéresse comme phénomène de société, et puis il m'intéresse de façon plus personnelle, parce que je suis père de famille. Il se trouve que j'ai 3 garçons et que, comme beaucoup de garçons de leur génération, ils ont été et ils sont encore, dans une moindre mesure, passionnés de football. J'ai engendré 3 footeux, ce qui m'a longtemps désolé, évidemment, parce que j'aurais préféré qu'ils se passionnent pour la littérature, pour le cinéma, pour les filles, toutes sortes de sujets effectivement passionnants. Alors, j'imagine que pour ce qui est des filles, ça les intéresse quand même, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à accepter pendant des années que leur passion dominante, ça soit le football, qu'ils pratiquaient un petit peu. Ils ont été inscrits tous les 3 au club de foot de la petite ville dans laquelle nous vivons, et puis ils ont beaucoup joué avec leurs amis, mais aussi et surtout comme supporters, puisque les 3 sont des supporters de l'OM, alors qu'on n'a aucun rapport avec Marseille en général, ni avec l'OM en particulier, mais il s'est trouvé que l'aîné devait avoir 10, 11 ans, je crois, quand l'OM a gagné la Coupe d'Europe, si mes souvenirs sont bons, de football, et que dans la passion de cette victoire, il est devenu pour la vie supporter de l'OM, et qu'il a réussi, sans difficulté d'ailleurs, à convaincre ses 2 frères de l'être également. Et donc, en tant que citoyen, d'une part, et en tant que père de famille, d'autre part, il a bien fallu que je vois les choses comme elles sont. C'est-à-dire que le sport n'a aucune importance dans ma vie personnelle. Il n'a, à mon sens, pas beaucoup d'importance pour l'humanité, pas beaucoup d'importance en soi, si l'on peut dire. Mais paradoxalement, il a fini par en prendre beaucoup dans notre société, et spécialement dans notre jeunesse. Et ça vaut donc la peine d'y réfléchir. Si on se place à un niveau plus nettement philosophique, votre philosophie développe des motifs matérialistes, monistes, non dualistes, pour être peut-être plus clair. Pour reprendre une question que posait l'un de vos maîtres, Spinoza, que peut le corps? Et cette question, que peut le corps? Est-ce que sachant que le corps n'est pas séparable de l'esprit, il y a une seule réalité, on peut les distinguer sans qu'il s'agisse de 2 réalités distinctes, est-ce que le sport, tout de même, peut participer à y répondre? Est-ce que le sport a sa part dans cette interrogation et dans les réponses que l'on peut donner? Oui, mais de façon, là encore, pas décisive. C'est-à-dire que peut le corps humain peut courir un 100 mètres en moins de 10 secondes. Point. Quel intérêt ça a, à mon avis? Aucun. Le corps humain peut penser, parce qu'être moniste, être matérialiste, ça n'est bien sûr pas contesté que nous pensions. C'est penser que c'est le corps qui pense, en l'occurrence que c'est le cerveau qui pense. Alors voilà, le fait que peut le corps, eh bien le corps peut penser. Il peut courir très vite, moins vite, mais il peut penser. Il peut aimer, il peut connaître, il peut vouloir. Et tout ça me paraît plus
plus important. Autrement dit, être un philosophe matérialiste, ça n'est pas mettre le corps plus haut que l'esprit, c'est penser que l'esprit est une partie du corps, que l'esprit est une fonction du corps. Et c'est vrai que j'ai tendance à accorder davantage d'importance à la puissance de penser, à la puissance d'aimer, à la puissance de vouloir, c'est-à-dire à l'intelligence, au cœur, à la volonté, qu'à la puissance de courir ou de taper dans un ballon. Parce qu'un philosophe, il y en a quand même quelques-uns qui ont réfléchi au sport. Michel Serres, par exemple, il remercie ses professeurs de gymnastique qui lui ont appris à penser. Donc peut-être qu'il y a un apprentissage de la pensée qui passe par le sport. Peut-être pour Michel Serres, pour moi, assurément pas. Moi, les gens qui m'ont appris à penser, ce sont des professeurs de philosophie et d'abord des philosophes. C'est-à-dire Spinoza, que vous évoquiez, Épicure, Aristote, m'ont appris à penser beaucoup plus qu'aucun de mes professeurs de sport. Ça vous semble difficilement concevable? Non, non, je vois très bien ce que peut vouloir dire Michel Serres, mais vous savez, il n'y a pas d'importance en soi, en vérité. Autrement dit, c'est la formule de Spinoza, ça n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Si vous aimez le sport sera important dans votre vie. Si vous n'aimez pas le sport ne sera pas important dans votre vie. Voilà, moi je n'ai pas de goût, je n'ai pas d'appétence pour le sport. Et ce qui apprend à penser, c'est toujours au fond des choses qu'on aime. La sexualité m'a appris à penser, ça oui, parce que c'est une science de la vie qui m'a paru décisive. La politique m'a appris à penser, l'écriture m'a appris à penser, l'enseignement m'a appris à penser. Voilà des éléments qui, dans ma vie, sont des choses vraiment très, très importantes. Le sport, non. Mais ça n'empêche pas que c'était important dans la vie de Michel Serres. Je ne le lui reproche en rien. Parce que ce n'est pas nécessairement le sport rapporté à des performances. Il n'y a pas que les 10 secondes. Il y a peut-être la maîtrise du corps, l'accomplissement du corps. Il y a peut-être un rapport au corps que le sport nous apprend. La maîtrise du corps dans la sexualité me paraît autrement intéressante que dans la course à pied. Alors, j'ai fait du jogging pendant assez longtemps. Là, j'ai arrêté il y a plusieurs années. Ça m'a appris un petit peu certaines choses. Vous voyez, mais j'ai pratiqué aussi, et je pratique encore parfois, la méditation assise, silencieuse et sans objet, le zazen, comme on dirait en japonais. Et pour ce qui est de la maîtrise du corps, l'immobilité stricte et la respiration et l'attention m'en ont appris davantage que la course à pied. Proche du silence, alors il faut mettre ça en écho avec le silence. Oui, à cause du silence, à cause de l'attention pure, comme disait Simone Weil, que vous aimez aussi. Vous connaissez la belle formule de Simone Weil. L'attention absolument pure est prière. Oui. Mais c'est une prière qui ne dit rien, qui ne demande rien. Donc pour moi, ce n'est pas une prière du tout, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la méditation. Alors, la méditation, être assis silencieusement, le dos droit, être assis immobile et en silence, c'est un exercice corporel, là, pour le coup. Mais ça n'est pas un exercice sportif. Et au fond, c'est peut-être ça que je pourrais dire, pour en terminer sur ma modeste personne, c'est que le corps m'importe beaucoup. Le sport m'importe très peu. Et là où je m'éprouve le plus corporel, ça n'est pas dans le peu de sport que j'ai fait, c'est dans la vie quotidienne, c'est dans les plaisirs de la chair, c'est dans les plaisirs de l'amour, et c'est aussi effectivement dans cette pratique de la méditation assise, silencieuse et sans objet. Incidemment, on trouve dans vos textes, dans votre œuvre, on trouve tout de même des références qui présentent un intérêt peut-être pour le sportif en général, en tout cas pour la question sportive. Par exemple, lorsque vous distinguez, à la suite des stoïciens, entre le skopos et le télos, au fond, entre le but et la fin, deux manières de se rapporter au temps. Est-ce que Oui, alors voilà, l'une des rares fois où j'ai parlé du sport, c'est effectivement pour commenter cette distinction stoïcienne entre le skopos, c'est-à-dire littéralement le but, et le télos, c'est-à-dire littéralement la fin, au sens de la finalité. Prenons un exemple concret avant d'aller au fond. La course à pied, le but, au fond, c'est la ligne d'arrivée. Elle est à 100 mètres, si on court un 100 mètres. Et donc, il n'est pas là, le but, puisque par définition, quand on est en train de courir, on n'est pas sur la ligne d'arrivée. La fin, c'est de courir le plus vite possible. Et pendant que le sportif est en train de faire sa 3e foulée, il n'a pas encore atteint son but, il n'a pas atteint la ligne d'arrivée, mais il est déjà en train de courir le plus vite, le mieux possible,
il a déjà atteint son télos. Autrement dit, le but est toujours à venir, et donc il n'est jamais là. Le but, par définition, on ne l'a pas atteint, puisque une fois qu'on l'a atteint, ce n'est plus un but. Le but est toujours à venir, et donc il n'est jamais là. Le télos, la fin, est toujours présente, toujours actuelle, toujours là. Alors pour montrer les enjeux, il faut prendre peut-être un exemple un peu plus développé. C'est d'ailleurs un exemple qui m'intéresse pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'on le trouve en effet dans des textes stoïciens, mais aussi en Orient, dans des textes bouddhistes et taoïstes. C'est l'exemple du tireur à l'arc. Alors on va prendre l'exemple dans une formulation sportive et contemporaine. Imaginez la finale de l'épreuve de tir à l'arc aux Jeux Olympiques. Vous avez là les 8 finalistes, par exemple, tous en train de viser en même temps, par hypothèse, je ne sais pas si c'est le cas à l'épreuve réelle, mais peu importe, et vous les interrogez les uns après les autres. Et vous demandez au premier, alors, tu espères atteindre la cible? L'autre va vous dire, attendez, bien sûr, c'est la finale des Jeux Olympiques, bien sûr que j'espère atteindre la cible. Et comme il n'y a pas d'espoir sans crainte, comme dit Spinoza, parce qu'il espère atteindre la cible, inévitablement, il a peur de la rater. C'est ce qu'on appelle exactement la pression. Il est pris entre l'espoir et la crainte, ou plutôt, il a les deux inévitablement ensemble, et comme il espère très très fort atteindre la cible, il a très très peur de la manquer. Comme c'est un très grand champion, il atteint la cible quand même, mais la main a très légèrement tremblé à cause de la pression, il atteint la cible, mais pas en plein cœur, pas au plein centre. Et si vous interrogez les 7 premiers finalistes, ils vont tous vous leur demander « Est-ce que tu espères atteindre la cible ?» Tous vous diront « Bien sûr, j'espère atteindre la cible, c'est la finale. » Parce qu'ils l'espèrent, ils ont peur de la rater, leurs mains tremblent très légèrement, ils ont la pression, ils touchent la cible, mais pas au plein centre. Et puis, vous interrogez le 8e et dernier finaliste, qui serait par exemple un petit sportif japonais qui ne paye pas de mine, un maître zen quelconque. Vous lui demandez, alors toi aussi, tu espères atteindre la cible? Il vous répond, mais non. Pourquoi? Attends, c'est la finale, si tu la vises, c'est que tu espères l'atteindre. Ah non, non, pas du tout. Mais alors pourquoi tu la vises? Parce que je veux la viser. Et sur les 8, il y en a tout d'un coup un et un seul dont vous comprenez que lui ne désire pas quelque chose qui est à venir, atteindre la cible. La flèche n'est pas encore partie, les 7 autres désirent atteindre la cible. Ils désirent ce qu'ils n'ont pas, par définition. Ils sont donc en manque, ils désirent quelque chose qu'ils n'ont pas. Le 8e ne désire que bien viser la cible. Or, c'est exactement ce qu'il fait. Si bien que les 7 premiers désirent ce qu'ils n'ont pas, non pas ce qu'ils désirent, donc ne sont pas heureux, puisque être heureux, c'est exactement avoir ce qu'on désire. Le 8e ne désire qu'une seule chose, viser la cible, c'est ce qu'il fait, il désire ce qu'il fait, il fait ce qu'il désire, il est heureux. Il est à la fois concentré et en souplesse, comme dit Épictète, sans pression, comme diraient les sportifs aujourd'hui, et donc il atteint un pouls en plein cœur, disent les textes taoïstes. Alors voilà, c'est ça. Les 7 premiers visent un skopos, un but, et donc ils désirent ce qu'ils n'ont pas. Le but, par définition, on n'y est pas. Quand la flèche sera là, l'épreuve sera terminée, il sera trop tard. Le 8e ne désire aucun skopos, il désire un télos. Il désire viser bien pendant qu'il vise. Les 7 premiers désirent l'avenir, c'est ce qu'on appelle une espérance, donc une peur. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, pas de crainte sans espoir. Le 8e désire ce qui dépend de lui, désire ce qu'il fait. Ce n'est plus une espérance, c'est une volonté, c'est une action. Alors, en termes de tir à l'arc, je pense que le 8e bénéficiera d'un avantage et que toute chose égale par ailleurs, si dans le même niveau sportif, le 8e sera le meilleur parce qu'il aura sûrement moins de pression. Mais surtout, philosophiquement, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que désirer ce qu'on n'a pas, c'est se séparer du bonheur, bien sûr. Et d'ailleurs, je n'ose pas imaginer que le finaliste en train de viser sa cible au final des Olympiques se dise « qu'est-ce que je suis heureux ?» Non, il va se dire « mais il a la pression, il a peur, au fond, c'est un moment d'angoisse. » Le 8e qui se fout d'atteindre ou pas la cible, il vise la cible, c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il fait, il est heureux. Et les textes stoïciens disent que le sage préfère viser bien la cible et la rater parce qu'une saute de vent soudaine aura fait dévier la flèche, plutôt que viser mal la cible et atteindre pourtant la cible parce qu'une saute de vent soudaine aurait remis la flèche dans la bonne direction. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas le résultat de l'acte, comme diraient les orientaux. Ce qui compte, c'est l'acte lui-même, c'est la qualité de l'acte, ce n'est pas le but, le skopos, c'est la fin, le télos. Et c'est là où il y a à la fois le plus de bonheur, le plus de sérénité,
et, me semble-t-il, le plus d'efficacité. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que pour illustrer des réflexions philosophiques sur le désir, sur l'espérance, sur la volonté, on peut prendre un exemple sportif. Le sport a là une vertu pédagogique. Ah oui, bien sûr, mais comme on peut prendre des exemples dans le business ou dans la politique. Oui. Pas plus le sport, mais pas moins. Si vous voulez. Là, je prends un exemple sportif parce que nous parlons du sport, mais bien sûr que ça peut avoir une vertu pédagogique, une vertu d'exemple, mais comme toute activité humaine, si vous voulez. Alors, ce qui me désole, c'est que quand je vois le sport comme il est pratiqué, on met dans la tête de malheureux enfants l'idée de désirer perpétuellement un but à venir. Le gamin, il a 7 ans, il est en train de faire ses premiers échanges au tennis, enfin quoi qu'il a dû commencer à 4 ans, donc ce n'est pas les premiers, et il fantasme sur le fait qu'à 16, 17, 18, 20 ans, il fera peut-être partie des 10 premiers joueurs mondiaux. Mais attendez, il a 7 ans. Vous l'installez dans l'espérance, donc dans la crainte, pendant des années. Quand je pense à ces milliers de jeunes gens qui passent des heures et des heures en piscine, dans l'espoir que dans 10 ans, dans 15 ans, ils auront une médaille aux Jeux Olympiques et qui vont perdre leur enfance, peut-être pas, mais il y a tellement mieux à faire quand on a 7 ou 8 ans que faire des longueurs en piscine indéfiniment. Sans compter que la plupart de ces sports sont très mauvais pour la santé. Beaucoup de grands sportifs à 30 ans sont terriblement abîmés. Alors là, pour le coup, c'est peu vrai de la natation, mais c'est absolument vrai du tennis, par exemple, ce qui est un sport mauvais pour la santé au niveau de la compétition. Alors là, voilà, je crois que le sport peut servir d'exemple pédagogique pour penser par exemple la différence entre le but et la fin, entre le scopus et le télos, mais que malheureusement la façon dont le sport de compétition fonctionne est à l'opposé de la vertu pédagogique qu'il pourrait avoir. Pour le sport de compétition, parce qu'inversement, j'avais été touché quand mes garçons étaient inscrits donc, au club de football de la petite ville de Seine-et-Marne où nous habitions à l'époque. Ils avaient donc une licence, donc un petit carnet de licence, et qui était préfacé cette année-là par Platini. Alors, déjà à la retraite, mais au sommet de la gloire. Et Platini disait à ces jeunes garçons, ne rêve pas que tu seras un footballeur professionnel. Ne rêve pas que tu joueras, que tu participeras à la Coupe du Monde de football. Prends plaisir à taper dans le ballon quand tu tapes dans le ballon. C'était une espèce de leçon de stoïcisme, de leçon de sagesse faite par Platini à l'usage de jeunes garçons. Et je crois que c'est bien plus important de leur apprendre ça, prendre plaisir à faire un match de foot quand on fait un match de foot, prendre plaisir à courir quand on court, à taper dans le ballon quand on tape dans le ballon, à taper dans la balle quand on tape dans la balle, plutôt que espérer dans 5 ou dans 10 ans avoir un niveau sportif que, selon toute vraisemblance, on n'aura jamais, et qui, quand bien même on l'aurait, ne compensera pas forcément les années qui auront été sacrifiées à poursuivre ce but. Donc là, c'est un thème qui vous est cher, comme la phrase de Sénèque que vous aimez citer, « Quand tu auras des appris à espérer, je t'apprendrai à vouloir ». Voilà, autrement dit, espérer un peu moins, vouloir, donc agir un peu plus. Mais j'ai entendu une tenniswoman, je crois que c'est Mauresmo, si mes souvenirs sont bons, qui expliquait que pour elle, la concentration, c'est quand elle tapait dans la balle, ne pas penser à autre chose qu'au fait de taper dans la balle. Être un avec l'acte qu'on accomplit. C'est la leçon des arts martiaux dans le zen japonais aussi bien. 2 sportifs qui font par exemple un combat de judo. Celui des 2 qui espère la victoire, inévitablement, il a peur. Et comment voulez-vous espérer la victoire alors que le combat est en cours? La victoire, par définition, n'est pas là. Vous allez me dire, mais comment faire un combat de judo si on n'espère pas la victoire? Mais si tu es en train de monter une prise, d'effectuer une prise, il ne faut désirer que la prise que tu effectues. Et il faut donc vouloir et non pas espérer être un avec le geste qu'on accomplit au moment où on l'accomplit. Et si bien que le vrai champion zen, le maître de sagesse, qui serait par ailleurs un sportif, se reconnaîtrait à ceci qu'il n'espère pas la victoire, qu'il n'a donc pas peur de la défaite. Il n'en est que mieux concentré, puisque celui qui pense déjà à la victoire ou qui craint la défaite, il est séparé de son acte, puisque la victoire ou la défaite ne sont pas encore là. Il est séparé du présent par l'avenir. Celui qui a renoncé à l'espérance et qui s'est libéré de la crainte est tout entier au présent, tout entier dans son acte. Il est beaucoup plus redoutable. Je crois qu'on lit ça dans les textes zen, mais le samouraï, comme il dirait, qui n'espère pas la victoire et qui n'a pas peur de la défaite,
celui-là est vraiment invincible. On peut se demander s'il ne faut pas tout de même insister sur une distinction entre le sport comme accomplissement de soi, qui participe à notre excellence, à la manière dont les Grecs pouvaient le concevoir, et puis ce sport dépassement de soi, avec cette notion de performance, de compétition, car vous insistez là sur la compétition. Est-ce qu'il n'y a pas la confrontation entre deux conceptions, non seulement du sport, mais de conception de l'homme, du rapport de l'homme à son corps, du rapport de l'homme peut-être au temps ou à la vertu? Bien sûr. D'abord, il y a la différence entre un sport qui fait du bien, l'accomplissement de soi, et un sport qui fait du mal, le dépassement de soi. Entre un sport qui est tout entier dans une forme de paix, parce que dans l'accomplissement de soi, dans le geste réussi, dans le geste parfait, il y a là une forme de paix et de bonheur, et un sport au contraire qui est tout entier dans la compétition, la rivalité avec l'autre, donc l'agressivité, donc l'espérance de la victoire, la crainte de la défaite, bien sûr. Et autant je suis très réservé vis-à-vis du sport de compétition, autant je n'ai bien sûr rien contre le sport passe-temps, loisirs, hygiène, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, un mens sana in corpore sano, selon la formule bien connue. Tout cela me paraît parfaitement souhaitable, évidemment. Je ferai simplement observer, pour revenir au sport de compétition, que l'idée même de dépassement de soi est une idée quand même très singulière. Essayez en courant de vous dépasser vous-même, vous verrez que vous n'y arriverez jamais. Il n'y a pas de dépassement de soi, il y a une progression. Alors effectivement, il y a le fait qu'on veut toujours dépasser celui qu'on était hier, on veut battre son record. Quoi de plus dérisoire que de vouloir battre un record en général et le sien même, le sien propre en particulier, si vous voulez. D'autant que de toute façon, la leçon de la vie, c'est que dans 20 ans, quoi que vous fassiez, vous courrez moins vite qu'aujourd'hui. Et à l'âge que nous avons, vous et moi, vous courrez beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. Donc toute la nature, tout le réel, toute la vie nous apprend que l'idée de battre un record, et a fortiori de battre le sien propre, est une idée foncièrement dérisoire et vouée à l'échec, si vous voulez. Et passer 15 ou 20 ans de sa vie dans l'espoir qu'un peu avant 30 ans, on battra un record qui fait qu'il y aura votre livre dans le Guinness des records ou dans les archives de la fédération de course à pied ou de je ne sais quoi pendant quelques années. Et que 20 ans plus tard, tout le monde aura oublié, évidemment, ou 30 ans plus tard, ou 50 ans plus tard, tout le monde aura oublié le record que vous avez battu. Là encore, je crois qu'il y a un contresens sur l'existence humaine et un contresens sur le sport. Voilà. Le sport, bien compris pour moi, ça ne doit pas servir à battre des records, ça ne doit pas servir à battre les autres, ça doit servir éventuellement, pour ceux qui aiment ça, à s'épanouir. Ça doit servir à devenir ce qu'on est, comme disait Nietzsche, citant Pindare, plutôt qu'à dépasser perpétuellement celui que l'on était. Ici, le sport est à la fois le reflet d'une société, mais aussi la société, elle se projette dans le sport. Par exemple, cette notion de compétition dont nous parlons, cette recherche de la performance, elle est présente dans la totalité de la société aujourd'hui. Oui, et alors là, pour le coup, je n'ai rien contre. Alors c'est là où peut-être se joue, à mon avis, l'essentiel. C'est que nous vivons dans une société démocratique où règne une morale démocratique qu'on peut résumer par l'appellation « les droits de l'homme ». Évidemment, je ne suis pas contre, et même je suis absolument pour. Et dans la même société, le sport est l'objet d'une adulation, d'une mise en scène médiatique perpétuelle. Comme si c'était un petit peu la même chose. Au fond, voilà deux traits qui caractérisent notre société, les droits de l'homme d'un côté, le sport médiatisé de l'autre. L'étonnant, c'est que notre morale démocratique, les droits de l'homme, est fondée sur le fait que tous les êtres humains sont égaux. Et le sport de compétition est fondé sur le fait que tous les êtres humains sont inégaux. C'est le principe même d'un sport de compétition. Si tout le monde courait à la même vitesse, ça ne serait pas la peine de faire une épreuve de course à pied. Alors ça, c'est intéressant. Bien sûr, ça n'est pas une contradiction logique, parce que ce n'est pas la même égalité dont on parle. L'égalité sur laquelle se fondent les droits de l'homme, c'est une égalité en droit et en dignité. Ça veut dire que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. L'inégalité
que suppose la compétition sportive, ce n'est pas une inégalité en droit et en dignité, c'est une inégalité en fait et en valeur. Autrement dit, on peut penser les deux à la fois. D'un côté, morale démocratique, les droits de l'homme, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, bien sûr. D'un autre côté, le sport, la compétition, tous les êtres humains ne sont pas égaux en fait et en valeur. Et je crois qu'il est essentiel de tenir les deux bouts de la chaîne sans les confondre. Parce que, par exemple, on a supprimé dans nos écoles, très souvent, les classements, voire parfois les notes, parce que, m'expliquent des collègues, tu comprends, si on fait un classement, pour le dernier, quand même, c'est difficile. Si on met des notes, c'est humiliant pour ceux qui ont des mauvaises notes. Autrement dit, on veut supprimer l'émulation et la compétition de nos écoles, alors qu'elle fait partie non seulement de la société, vous l'avez rappelé, mais elle fait partie de la vie. L'émulation, la compétition, le combat, le rapport de force, l'inégalité en fait et en valeur font partie de la vie. Si bien que nos malheureux gamins, auxquels on interdit l'émulation et la compétition scolaire, ne trouvent plus que dans le sport l'émulation ou la compétition dont ils ont, je dirais, presque physiologiquement besoin. Si bien qu'il y a une espèce de solidarité entre le côté un peu émasculé, finalement, de nos pédagogies qui sont tellement attachées à l'égalité qu'elles veulent supprimer toute compétition, toute émulation, tout classement, voire toute note, et d'un autre côté, la survalorisation du sport qui devient d'autant plus important que c'est l'un des rares domaines où l'on ose encore penser que tous les êtres humains ne sont pas égaux en fait et en valeur. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut tenir bon sur les deux idées. Tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, ça veut dire qu'ils méritent tous le même respect, parce que le sentiment que requiert la dignité de l'autre, c'est ce qu'on appelle le respect. Alors ce mot de respect, on en parle très souvent dans le sport, mais presque toujours à contresens. Par exemple, il y a un match de football entre deux équipes, une équipe de première division, une équipe de deuxième division. On interroge le capitaine de l'équipe de première division. On dit de Ligue 1 et de Ligue 2 maintenant. Oui, Ligue 1, Ligue 2, pardon. Ligue 1 et Ligue 2. On interroge le capitaine de l'équipe de Ligue 1 qui va dire « Non, mais c'est une bonne équipe, on a beaucoup de respect pour eux. » Sous-entendu, ils peuvent nous battre, on sait bien, et donc on fera gaffe. Mais ce n'est pas du tout la question. Quand bien même ça serait la plus nulle des équipes, quand bien même ils seraient absolument certains de les vaincre, ils devraient quand même avoir du respect pour eux. Parce qu'on ne doit pas avoir du respect pour les bonnes équipes. On ne doit pas avoir du respect pour les gens qui jouent bien au football. On doit avoir du respect pour tout être humain. Et dès lors que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, ils méritent le même respect. Ils ne méritent pas la même estime, ils ne méritent pas la même admiration. Et arrêtons de confondre le respect, qui est le sentiment que requiert la dignité de l'autre, comme toute dignité est égale à tout autre, tout respect doit être égal à tout autre, avec l'estime, l'admiration ou négativement le mépris, qui sont fondés non pas sur la dignité, mais sur la valeur. Et comme en valeur, tous les êtres humains ne sont pas égaux, il est tout à fait légitime d'admirer, je ne sais pas, Liliane Thuram davantage que le joueur de 3e division ou le petit joueur amateur ou le copain de mes garçons avec lequel il joue au football. Si on oublie l'inégalité en fait et en valeur, on ment à nos enfants. Si on veut leur faire croire qu'il n'y a plus de compétition, qu'il n'y a plus d'émulation, que tout se vaut, on leur ment, on les démobilise et on aboutit au nihilisme. Parce que si tout se vaut, rien ne vaut, bien sûr. Si vous pensez que Hitler est égal en fait et en valeur à Churchill ou à De Gaulle, un, je ne serai pas d'accord avec vous, bien sûr, mais deux, ça veut dire que tout se vaut, que rien ne vaut, c'est plus la démocratie, c'est du nihilisme. Si bien que tenir bon sur l'idée que les êtres humains ne sont pas égaux en fait et en valeur, physiquement bien sûr, certains courent plus vite que d'autres, certains sont plus doués pour le foot que d'autres, mais même moralement. Pourquoi est-ce que Churchill est supérieur en fait et en valeur à Hitler ? Parce que Churchill pensait que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, ce que ne pensait pas Hitler. Si bien que la claire pensée de l'égalité en droit et en dignité de tous les humains oblige à penser leur inégalité en fait et en valeur. Donc, je résume, si on oublie l'inégalité en fait et en valeur, on émascule la société, la pédagogie, on ment à nos enfants, on les démobilise et on fait le jeu du nihilisme. Mais si on oublie inversement l'égalité en droit et en dignité, on ment aussi à leurs enfants parce qu'on sape les bases de la morale démocratique qui est la nôtre, on sape les bases des droits de l'homme. Alors le sport pourrait être l'occasion pour faire passer ce message-là. Respectez votre adversaire, vos coéquipiers aussi bien, quel que soit leur niveau, ce n'est pas la question. Ce sont des êtres humains, ils méritent le même respect que vous.
mais ayez bien sûr davantage d'admiration pour les plus grands champions que pour les petits copains avec qui vous tapez au ballon sur le trottoir. Mais comme ça ne se fait pas, on parle de respect, alors qu'en vérité, le plus souvent, il est question d'estime, voire d'amour-propre, voire du sens de l'honneur. Vous savez, la belle formule du philosophe Alain, « l'honneur se fusil chargé ». Quand les jeunes des banlieues parlent du respect qu'ils exigent, en vérité, ce qu'ils exigent, c'est qu'on respecte leur honneur. On peut se tuer, on s'est tué à la sortie de nos collèges pour un regard qui a semblé porter atteinte à l'honneur de l'autre. Le respect n'a jamais abouti au meurtre. L'honneur peut aboutir au meurtre. Et c'est pourquoi il est tout à fait essentiel de ne pas confondre ce qui relève du respect, la prise en compte de l'égale dignité de l'autre, et ce qui relève de l'amour-propre, l'honneur, à la limite, mieux vaudrait s'en débarrasser, et puis ce qui relève de la légitime compétition, c'est-à-dire de la légitime inégalité en fait et en valeur des humains. Voilà, moi je rêve d'un sport qui serait pour nos enfants une leçon sur ces deux points, qui leur rappellerait que tous les humains sont égaux en droit et en dignité, et qui les aiderait à comprendre que tous les humains ne sont pas égaux en fait et en valeur. Donc on pourrait se demander si le sport, mais c'est le cas peut-être de l'éducation en général, ne pourrait pas réconcilier l'idéal démocratique, l'idéal égalitaire et un certain idéal aristocratique, au sens propre. Pour une part, c'est ce qu'il fait quand il est bien vécu, parce que vous avez raison de rappeler qu'au fond, cette morale démocratique, les droits de l'homme, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, c'est la nôtre, mais au fond depuis assez peu de temps, disons en gros depuis le XVIIIe siècle ou la Révolution française, depuis les Lumières. Les anciens, en effet, ne relevait pas de cette morale démocratique, il relevait de ce qu'on pourrait appeler une éthique aristocratique. C'est-à-dire que pour Aristote, pour Épicure, il est évident que tous les êtres humains ne sont pas égaux et qu'il importe de tout faire pour faire partie des meilleurs, c'est-à-dire des aristocrates au sens littéral du mot, les meilleurs. Le sport, bizarrement, mais à mon avis de façon légitime, et ça pourrait faire partie de son beau côté, de sa dimension pédagogique, humaine, libératrice peut-être. Le sport redonne, dans un univers démocratique, sa place à une éthique aristocratique. Parce qu'au fond, quand on dit que le meilleur gagne, hein, la formule du sport même, ça suppose, que tous les êtres humains ne sont pas égaux, parce qu'il faut que le meilleur gagne. Ça suppose que la compétition est légitime. Ça suppose qu'il y a des meilleurs, qu'il y a une aristocratie, une élite. Chacun sait qu'il y a une élite sportive. C'est ce qu'on appelle le sport de compétition. Et ça me paraît, encore une fois, légitime. Mieux vaut s'opposer sur un terrain de foot que les armes à la main dans une rue ou d'une cité quelconque ou dans une guerre, bien sûr. Mon ami Francis Wolff, dans un très beau livre qu'il a consacré à la corrida, qui s'appelle « Philosophie de la corrida », qui est paru chez Fayard, je crois, en 2007, il dit à propos de l'éthique torera, si l'on peut dire, qu'au fond, c'est une éthique aristocratique pour tout le monde. Eh bien, je crois qu'on peut le dire plus généralement pour le sport. C'est une éthique aristocratique. Il s'agit de faire partie des meilleurs, que le meilleur gagne, mais pour tout le monde, parce que bien sûr, le sport n'est pas réservé à une élite de la naissance, du sang ou de la fortune. En tout cas, il faut tout faire pour qu'il ne soit pas réservé à une élite. Et donner place à cette éthique aristocratique, donc fondée sur l'inégalité en fait et en valeur des humains, dans un univers démocratique fondé sur l'égalité en droit et en dignité des mêmes humains, ça me paraît une vraie richesse possible. Ce n'est pas seulement dans le sport, c'est vrai aussi en art. Il y a des artistes supérieurs à d'autres, heureusement. Certains ont du talent, d'autres n'en ont pas. Certains ont du génie, d'autres n'en ont pas. C'est vrai aussi de la morale. Il y a des salauds, il y a des gens bien. Évidemment que les gens bien sont supérieurs en fait et en valeur aux salauds, etc., etc. Le sport n'est pas le seul domaine où cette éthique aristocratique peut trouver à s'exprimer. Mais vu la place énorme qu'il occupe dans la tête de nos contemporains et dans nos médias, il pourrait aider nos concitoyens à comprendre qu'il n'y a pas à choisir entre la morale démocratique, égalitaire des droits de l'homme d'une part et l'éthique aristocratique des meilleurs d'autre part. Les deux sont légitimes. La seule erreur grave serait de les confondre.
ni les confondre, ni amputer l'idéal démocratique d'un idéal, entre guillemets, aristocratique. Sinon, on a cette évolution éventuellement non démocratique de la démocratie. Voilà, je pense à Tocqueville. Si vous ne pensez pas, en gros, qu'un démocrate, c'est mieux qu'un fasciste, si vous voulez, vous faites le jeu du fasciste. C'est bien que c'est justement parce que nous sommes démocrates, parce que nous sommes attachés à l'idée que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, qu'il faut rappeler qu'ils ne sont pas égaux en fait et en valeur. Parce que justement, ceux qui pensent que tous les humains sont égaux en droit et en dignité, les démocrates, en gros, sont supérieurs en fait et en valeur, au moins de ce point de vue, à ceux qui pensent le contraire. Vous voyez. Autrement dit, attention de ne pas confondre la démocratie et le nihilisme. Et si on confond l'égalité en droit et en dignité, valeur à défendre, valeur essentielle bien sûr, avec une supposée mais illusoire égalité en fait et en valeur, on passe insensiblement de la démocratie au nihilisme, du « tous les humains sont égaux » au « ils se valent tous, tout se vaut, rien ne vaut », auquel cas on n'a plus rien à reprocher à ceux qui refusent la démocratie. Il faut accepter aussi parfois de regarder les choses un peu en face, c'est-à-dire que cet idéal du meilleur, Aristos en grec, le meilleur, peut conduire aussi à essayer de compenser des inégalités de nature, entre guillemets, en utilisant par exemple le dopage. Le dopage intervient aussi pour essayer de combler peut-être des déficits, entre guillemets, naturels, des déficiences. Est-ce que ce n'est pas un des effets pervers, finalement, de cette démarche ? C'est un effet pervers, mais moins de l'éthique aristocratique, parce que celui qui s'est dopé n'est pas meilleur que les autres. Il a gagné plus d'argent, il a gagné le titre, mais il n'est pas... C'est pas qu'il est plus talentueux, c'est qu'il est mieux soigné, si on parlait de soins, il est mieux dopé, si vous voulez. Donc c'est pas l'éthique aristocratique, c'est la perversion. Et je crois que cette perversion doit moins, en vérité, au problème de l'aristocratie possible, être que le meilleur gagne, qu'au phénomène financier, médiatique. Quand on voit la masse d'argent et de gloire qui tombe sur les épaules d'un jeune homme de 20 ou 22 ans parce qu'il a gagné le Tour de France, par exemple. Prenez un exemple où le dopage, comme chacun sait, fait des ravages. Il est illusoire de penser qu'ils vont renoncer à se doper simplement par attachement à leur conscience morale. Et donc, bien sûr qu'il faut des contrôles, bien sûr qu'il faut des sanctions. Mais vu les masses d'argent et de médias, de notoriété, de gloire qui sont en jeu, j'avoue être devenu assez pessimiste dans ce domaine-là. En tout cas, moi, j'ai cessé de m'intéresser au vélo, qui a été, on n'a pas parlé au tout début de notre entretien, mais qui a été le seul sport qui m'est passionné vraiment. J'ai fait un peu de vélo comme tout le monde, un peu de foot comme tout le monde quand j'étais enfant, mais je n'ai jamais été vraiment passionné par aucun match de foot comme spectateur. Par contre, j'ai suivi passionnément, avidement, les différents Tours de France de mon enfance et de mon adolescence. Mon enfance, c'était du temps de Jacques Anquetil, et mon adolescence, c'était du temps d'Eddy Merckx. Eh bien, ça a cessé de m'intéresser du jour où j'ai compris que, selon toute vraisemblance, et Anquetil et Merckx étaient dopés. Et ça a suffi à... Ça suffit, oui, voilà, ça suffit. Après que les institutions sportives fassent leur travail, ils se passeront très bien du fait que je regarde ou pas l'arrivée des étapes à la télé, je ne les regarde plus, mais ça suffit, oui, parce que j'en ai rien à foutre, au fond, de savoir si Anquetil était mieux dopé que Poulidor, si vous voulez. La chose avait du panache, de l'intérêt, si vraiment il fallait savoir lequel des deux était le meilleur, voilà, que le meilleur gagne. Si celui qui gagne, ce n'est plus le meilleur, mais le mieux dopé, le plus intelligent, le plus habile à se cacher, alors effectivement, moi, ça ne m'intéresse plus. Mais ce qui devait probablement vous intéresser aussi, c'est la manifestation populaire. C'est un élément de la culture populaire. À l'époque, assez peu. Mais à l'époque, en fois, j'avais entre 7 et 14-15 ans, 7 et 16 ans. Dans ce qui m'intéressait, c'était la geste héroïque. C'était la dimension de souffrance, là pour le coup, le dépassement de soi. Le héros, voilà. C'était le héros qui, à la limite, risquait sa peau. Simpson en est mort parce qu'il était dopé, c'est toute vraisemblance. Enfin, il en est mort quand même. Vous voyez. Oui, il y avait les grandes étapes de Anquetil, Poulidor, roue à roue, en escaladant le Puy-de-Dôme, si mes souvenirs sont bons. Le panache invraisemblable de Merckx, parce que c'était pas très drôle, en vérité, d'être passionné de vélo quand Anquetil tenait le haut du pavé, parce que ce type était, au fond, d'une médiocrité extrême dans sa façon de courir. Hein. On n'a jamais gagné le Tour de France avec aussi peu de panache qu'Anquetil, dans mon souvenir.
Quand Merckx est arrivé, au contraire, j'ai vu ce qu'était un champion qui avait du panache, qui avait des victoires spectaculaires, qui prenait des risques, etc. Non, c'est ça qui me touchait. La dimension phénomène social, à l'époque, j'étais trop jeune pour y attacher beaucoup d'importance. Mais je constate que le héros est toujours exclusif. C'est toujours le héros contre un autre héros. Vous avez choisi Merckx contre Anquetil, mais là, nous sommes dans... Oui, mais en l'occurrence, j'ai admiré les deux, mais simplement, j'en ai un peu voulu rétrospectivement à Anquetil, non seulement d'être dopé, selon toute vraisemblance, mais d'avoir gagné de façon aussi peu spectaculaire, aussi peu héroïque, si vous voulez. Mais oui, il y a dans le héros, tout le monde ne peut pas être un héros. Au fond, c'est ça, et c'est où on retrouve l'éthique aristocratique. Dans l'idée que le meilleur gagne, il y a par définition l'idée que tout le monde ne va pas gagner. Et ça fait partie de la vie. Encore une fois, moi, je me désole quand on essaye de convaincre nos enfants que tout ce qui relève de l'émulation ou de la compétition, ça serait le mal. Mais non, pas du tout. Ce que je crois, c'est qu'il y a des compétitions bien plus importantes que le football. D'ailleurs, quand on parle de nos amis, si je vous demande qu'est-ce que tu penses d'un tel, vous n'allez pas lui dire « Oh, c'est un type formidable, il court très vite ». On s'en fout que vos amis courent vite ou pas. Vous allez dire qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il est courageux, qu'est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'il est drôle, qu'est-ce qu'il est généreux. Voilà les vraies qualités, si vous voulez. Ce qui me désole dans la compétition sportive, ce n'est pas la compétition, c'est que la compétition se joue en général sur des choses vraiment qui relèvent des plus bas degrés de l'humanité. Ce n'est pas condamnable. Courir vite, c'est mieux que courir lentement. Mais enfin, en gros, on n'en a rien à foutre de courir vite ou pas. C'est quand vous faites un enfant, votre enfant naît, vous ne dites pas, mon Dieu, pourvu qu'il fasse le 100 mètres en moins de 11 secondes, si vous voulez. Vous dites pourvu qu'il ne soit pas handicapé, pourvu qu'il soit intelligent, pourvu qu'il soit capable d'aimer, qu'il soit courageux, pourvu que ça soit intime bien. Ça, oui, bien sûr, mais pourvu qu'il court très vite, ça non. Donc, attention, de ne pas célébrer exagérément le sport. Sortons de cette espèce de folie sportivo-médiatique d'aujourd'hui où un gamin de 20 ans, parce qu'il a gagné un match de tennis ou une course à pied, tout d'un coup devient pendant quelques années une célébrité, une fortune. Enfin, tout ça me paraît idiot. Ça vaut pour le rock et ça vaut pour... Oui, ça vaut pour d'autres choses, si vous voulez. Mais à la limite, un grand groupe de rock, si vous voulez, les Beatles ou les Rolling Stones, ils ont quand même apporté davantage, même que Merckx et Anquetil, si vous voulez. Vous voyez, bon. Mais en revanche, ne condamnons pas la compétition en elle-même, ne condamnons pas l'émulation en elle-même, ne condamnons pas la rage de vaincre. On vit dans un pays où assez souvent on préfère les perdants. Vous vous rappelez, là, le succès populaire de Poulidor, que les Français, au fond, préféraient massivement à Anquetil. Moi, je crois qu'un pays qui préfère les perdants est mal parti, si vous voulez. Voilà, et donc j'ai envie de dire, attachons un peu moins d'importance au sport, mais arrêtons de condamner, de culpabiliser tout ce qui relève de l'émulation, de la compétition et du désir de vaincre. Vous savez, un jour, j'avais rendez-vous avec Bernard Kouchner pour un dîner, et Bernard arrive en retard, venant de je ne sais quel point du globe, il y a des années, il n'était pas du tout ministre à l'époque. Bernard me dit, on dit toujours que c'est dans l'échec qu'on reconnaît ses vrais amis. Ce n'est pas vrai, me dit Bernard, c'est dans le succès. Et il a évidemment tout à fait raison, n'importe qui est capable de vous pardonner un échec. Au contraire, ça fera plaisir à des tas de gens. Mais un grand succès, croyez-moi, les gens qui vous pardonnent un grand succès, ceux-là sont vraiment vos amis. Voyez. Et je crois qu'en France, où encore une fois, on a tendance à préférer l'échec au succès, à préférer les perdants aux gagnants, le sport pourrait servir à réhabiliter l'idée d'émulation, de compétition, et je dirais un sain désir de victoire. Il est légitime, il est sain, il est salutaire de préférer la victoire à la défaite. Donc on pourrait retrouver une question que vous avez posée, le capitalisme est-il moral? Parce que ce que vous dites, on pourrait très bien l'appliquer à la vie économique. Oui, parce qu'il y a de la compétition, il y a des rapports de force et tout le monde ne peut pas gagner, si vous voulez. Et comme vous le savez, ma réponse est que le capitalisme, bien sûr, n'est pas moral. Il n'est pas non plus immoral, il est résolument amoral. Autrement dit, c'est pas le meilleur moralement qui gagne, c'est celui qui a le meilleur produit, qui a les meilleurs vendeurs, etc. On pourrait dire la même chose du sport, bien sûr. C'est pas l'individu le plus généreux qui va gagner, c'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus honnête. En gros, c'est celui qui court le plus vite. Alors, c'est là où on retrouve l'élément dérisoire du sport. Courir vite ou pas, c'est pas important, évidemment. Mais ce qu'il peut avoir de sain, de structurant, parce qu'encore une fois, il est essentiel, je dirais surtout dans une société démocratique,
de redonner sa place, sa légitimité aux idées d'émulation, de compétition, de rivalité, de rapport de force et de victoire. Vous êtes partie prenante d'une fondation, la fondation du football. Donc vous ne vous intéressez pas au sport, mais finalement on s'aperçoit que le sport traverse votre vie. Oui, parce que je suis père de famille. Je suis père de famille. Alors, donc c'est vrai, vous avez raison, j'assume le fait. Je suis membre du conseil d'administration de la fondation du football, dont le but, si vous voulez, c'est de faire que... Donc c'est une fondation présidée par Philippe Séguin, qui est une émanation de la Fédération française de football. Le but, c'est de faire que le football ne serve pas seulement à faire du fric et du spectacle, mais serve aussi à former nos jeunes gens. C'est-à-dire essayer d'utiliser l'énorme impact social ou sociétal dont le football dispose pour aller, si possible, dans la bonne direction, pour aider nos jeunes gens à avancer plutôt qu'à s'enfoncer dans le sordide ou le dérisoire. La Fédération française de football m'a demandé de faire partie de cette fondation du football et j'ai accepté, un petit peu pour les deux raisons que j'évoquais au début de notre entretien. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, je suis bien obligé de constater la place énorme que le sport en général et le foot en particulier occupent dans la vie médiatique et donc pour une part dans notre société. Et en tant que père de famille, et souvent à mon corps défendant, non pas père de famille, mais j'ai bien dû constater que mes 3 garçons étaient passionnés de football beaucoup plus que de quoi que ce soit, du moins quand ils étaient petits ou très jeunes. C'est un peu moins vrai, heureusement, maintenant. Et cette double sensibilisation de citoyens et de pères de famille à l'importance du foot, importance souvent négative. Pour beaucoup de jeunes garçons, le foot a été une espèce de catastrophe, de tsunami culturel qui a tout balayé. On ne lit plus, on regarde des matchs de foot à la télé. Ça m'a paru important d'y réfléchir et d'essayer de voir si on ne pouvait pas essayer de faire que le football ait un impact sociétal qui ne soit pas seulement négatif. Il y a autre chose, c'est que pourquoi est-ce que le foot est le sport roi, d'un point de vue médiatique? Moi, j'ai le sentiment que c'est devenu le sport roi pour de mauvaises raisons sportives. J'entends par là que, je disais, le principe du sport, c'est que le meilleur gagne. C'est comme ça au tennis, par exemple. En gros, au tennis, c'est le meilleur qui gagne. Je n'ai jamais vu un match de tennis où on me dit un tel était meilleur, mais c'est l'autre qui a gagné. Non, si l'autre a gagné, c'est que l'autre était meilleur. Alors qu'au football, comme dans la vie, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Parce qu'il y a une part de réussite, il y a une part de chance, et puis c'est un sport collectif, et puis taper dans un ballon avec le pied, c'est tellement approximatif que même un champion peut la mettre au-dessus de la barre, voire très très haut au-dessus de la barre. Et donc la passion que les gens ont pour un match de football n'est pas seulement la passion sportive qu'on a par exemple devant un match de tennis, où on voit bien que c'est le meilleur qui gagne. Il y a une part de chance, il y a une part de hasard, il y a une part de malchance, il y a des phénomènes humains un peu obscurs, comme dans tout sport collectif, il y a une part de haine, une part d'agressivité, si bien que c'est justement parce que c'est un sport moins pur, d'un point de vue sportif, que le tennis ou la course à pied, si vous voulez, qu'il a davantage d'impact social. Et puis il y a le phénomène justement de l'arbitrage, où quelqu'un qui ne fait partie d'aucune des deux équipes est amené à trancher finalement d'éventuels conflits entre eux, à sanctionner les uns, à protéger les autres. J'aime assez ça, finalement, dans le foot, que je ne regarde jamais. Mais quel éloge du sport. Dis donc que ça m'éclaire. Ça m'éclaire que le sport qui est le plus populaire est justement le sport qui est le moins pur d'un point de vue sportif, celui qui ressemble le plus à la vie. Dans la vie, comme chacun sait, c'est pas toujours, tant s'en faut, le meilleur qui gagne, parce que ça prouve finalement que les gens aiment davantage la vie que le football, ou davantage la vie que le sport, et ça, malgré tout, c'est une bonne nouvelle. Le football est un sport collectif, et cette opposition que vous faites entre le tennis et le football, c'est peut-être aussi cette opposition entre un affrontement, au fond, individuel, et un sport qui, parce que collectif, suppose des solidarités, suppose peut-être, est-ce une bonne leçon aussi, d'entraide. Je crois qu'en effet, si les sports collectifs ont
espèce de prime populaire, si l'on peut dire, ça peut tenir aussi à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les sports individuels, le tennis, la boxe, que sais-je, on trouve des valeurs d'émulation, de compétition, d'affrontement, mais par définition, pas de solidarité, puisqu'on est tout seul dans son camp. Et qu'inversement, les sports collectifs, le foot, le hand, le basket, que sais-je, développent en effet des valeurs de solidarité, c'est-à-dire aident nos jeunes gens, puisque c'est quand même pour eux que le sport est le plus important, à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut réussir qu'avec d'autres. Alors ça, c'est une bonne leçon. Attention de ne pas faire de cette solidarité une vertu morale. Comme vous le savez, dans mon petit traité des grandes vertus, je consacre 18 chapitres à 18 vertus qui me paraissent les principales. Il n'y a pas de chapitre sur la solidarité. Ce n'est pas que la solidarité, ce n'est pas important, c'est que la solidarité, ça ne relève pas de la morale. Pourquoi seriez-vous davantage attaché aux gens de votre équipe qu'aux autres ? Tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. Vos adversaires ont le même droit, la même dignité que vos coéquipiers. Et donc, tout ce qui vous amène à faire une différence entre vos adversaires et vos coéquipiers ne relève pas de la morale, ça relève d'autre chose. De quoi ? Tout bêtement, de la convergence des intérêts. Vos coéquipiers ont les mêmes intérêts que vous, la victoire. Vos adversaires ont des intérêts opposés aux vôtres. Si c'est vous qui gagnez, eux vont perdre. Et donc, là encore, je crois que le sport peut avoir effectivement une vertu pédagogique, à condition qu'on ne fasse pas de la solidarité une vertu morale, à condition qu'on explique que la solidarité, c'est une convergence d'intérêts. Ça relève donc de l'égoïsme bien compris. Plutôt que d'être égoïste tout seul, bêtement, et les uns contre les autres, soyez égoïstes ensemble. Soyez égoïstes à 11, par exemple, s'il s'agit d'une équipe de football. Et je crois que là encore, ça pourrait aider nos jeunes gens à progresser si on leur faisait comprendre la différence entre la solidarité qui les unit à leurs 10 coéquipiers et le respect égal qu'ils doivent avoir pour les 22 joueurs sur le terrain, y compris sur eux-mêmes, mais pas plus pour eux-mêmes que pour les autres, pas plus pour leurs coéquipiers que pour leurs adversaires. Reconnaissons qu'on en est très loin dans les stades. Alors, souvenir de père de famille, quand mes enfants étaient petits, je les accompagnais au stade, il fallait bien. Et une fois, en étant en vacances près de Marseille, je les emmène voir un match au stade Vélodrome à Marseille, entre l'OM et je ne sais plus quelle équipe. Et alors, j'étais effondré parce que la solidarité des supporters avec leur équipe était avérée, évidemment, mais en revanche, le respect pour l'adversaire était absolument nul. Autrement dit, dès que l'adversaire avait le ballon, il y avait 50 000 personnes dans le stade Vélodrome qui sifflaient, qui huaient un adversaire qui n'avait fait aucune faute, mais qui simplement avait le malheur d'avoir le ballon. Alors vous voyez, quand la solidarité débouche sur l'irrespect, quand la solidarité avec son équipe débouche sur l'irrespect vis-à-vis de l'adversaire, c'est un contresens total sur le sport. Voyez, alors, il ne s'agit pas de dire, comme le disait, je crois, Albert Jacquard, il faudrait qu'ils aient chacun un ballon, ou que les deux équipes jouent ensemble, sans compétition. Mais non, ça ne serait plus un match de football. Il ne faut pas, au nom de l'égalité, au nom du respect, renoncer à la compétition et donc à la solidarité. Là encore, tenons les deux bouts de la chaîne. Il y a une solidarité légitime avec les coéquipiers, c'est bien, et le sport peut aider nos jeunes gens à comprendre ça, à condition que la solidarité légitime nécessaire avec les coéquipiers ne débouche pas sur l'absence de respect vis-à-vis des adversaires. Ou alors une morale utilitariste, là, il faudrait une morale de l'intérêt. Bon. Oui, mais c'est une autre question, parce que on peut avoir une théorie utilitariste de toute valeur, si vous voulez, mais la générosité et la solidarité, c'est deux choses différentes. Parce que la générosité, dans son principe, elle est désintéressée. Là, on pourra essayer de trouver après une explication par le bien-intérêt, mais en gros, être généreux, c'est s'occuper du bien d'autrui sans y trouver soi-même aucun bien, en tout cas matériel. La générosité est désintéressée, la solidarité, par définition, ne l'est jamais, puisque la solidarité, c'est une convergence d'intérêts. Et c'est pourquoi, encore une fois, la générosité est une vertu morale, la solidarité, non, la solidarité est une vertu, si encore on peut parler de ce mot, sociale, politique, économique, sportive éventuellement, mais ça ne relève pas de la morale.
Il y a un aspect quand même du sport dont on ne peut pas ne pas parler, à savoir, on parle parfois de dolorisme, enfin disons le rapport à la souffrance, comme s'il y avait une véritable rédemption par la souffrance, comme si le fait que le sportif souffre dans l'entraînement, que son corps souffre, que cela lui conférait une valeur nouvelle et que d'une certaine façon il faut attendre du sport non seulement une sorte de rayonnement du corps, mais aussi une souffrance. Est-ce qu'on n'est pas là dans une thématique assez vieille qu'on trouve dans la tradition chrétienne, le salut par la souffrance? Ça dépend comment c'est fait. Parler de rédemption par la souffrance, c'est effectivement des connotations chrétiennes, sans doute pas ce qu'il y a de mieux dans le christianisme. En revanche, là encore, aider nos enfants à comprendre qu'on n'aboutit à rien sans effort et qu'il n'y a pas d'effort sans souffrance, là, c'est une bonne leçon, si vous voulez. Vous voyez, j'ai envie de dire qu'il faudrait se tenir dans la voie du milieu, sur la ligne de crête entre les deux abîmes, comme dirait Aristote, l'abîme du dolorisme, qui dirait c'est la souffrance qui est bonne, et puis l'abîme de la veulerie, qui dirait pas de souffrance, pas d'effort, tout doit venir tout seul. Ce n'est pas vrai non plus. Vous voyez, je crois qu'entre les deux, entre ces deux abîmes, entre ces deux défauts, le dolorisme et la veulerie, il y a le juste milieu, comme dirait Aristote, c'est-à-dire comprendre que, bien sûr que le plaisir vaut mieux que la souffrance, mais qu'il y a des tas de plaisirs qu'on n'obtient pas sans effort et qu'il y a très peu d'efforts qui ne supposent pas au moins une part de souffrance. Que le sport aide un jeune garçon ou une jeune fille à comprendre ça, à comprendre qu'il y a des moments où la souffrance est nécessaire, que prendre sur soi, ça peut être bon. Là, je dirais, c'est plutôt le bon côté du sport, à condition de ne pas tomber, bien sûr, dans l'adulation de la souffrance pour la souffrance. Alors, les conséquences dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire des corps aussi démolis, éventuellement. Des corps... Ça, c'est autre chose qu'à mon avis, on ne dit pas assez, c'est que tous les sports ne sont pas bons pour la santé. Alors, mieux vaut faire un peu de sport que rester avachier toute la journée, évidemment, sur son canapé devant la télévision. Mais c'est vrai que trop de sport, souvent, nuit à la santé, et spécialement certains sports, parce qu'ils sont asymétriques, comme le tennis, parce qu'ils sont violents, comme le karaté ou le football, si vous voulez. Bon, violents au sens où il y a des impacts, il y a des chocs, ou le rugby aussi bien. Il faudrait peut-être rappeler ça aussi, ce que autant il est bon parfois d'être capable de faire des efforts, d'accepter une part de souffrance, autant en revanche quand le sport finit à nuire à la santé, évidemment la santé est plus précieuse que le sport. Et je crois que nos journalistes ne rappellent pas assez ça, que le sport n'est pas toujours bon. Si on regardait un petit peu les statistiques sur les différents accidents que se font nos gamins en jouant au foot, au rugby, au tennis, ou en faisant du judo, du karaté ou que sais-je, on verrait que le bilan sanitaire, pour le coup, en termes de santé publique, le bilan du sport de compétition n'est pas forcément positif. Que vous inspire la devise olympique, Situs, Altus, Fortus? Plus vite, plus haut, plus fort. Un sourire de dédain, ça n'est pas important. Là encore, quand vous pensez à vos amis, quand vous pensez à vos enfants, vous ne vous demandez pas jusqu'où ils sautent. 2 mètres, 2 mètres 20, tout le monde s'en fout. Tu fais combien au 100 mètres? 12 secondes 30, 15 secondes 20, tout le monde s'en fout. Ça n'a aucune importance, si vous voulez. Et il y a, alors on retombe à ce que j'appelais l'adulation médiatique du sport aujourd'hui, qu'on attache tellement d'importance à la hauteur d'un saut, à la vitesse d'une course ou à la force d'un champion. Tout cela me paraît dérisoire, d'autant plus que nous vieillissons. Et que dès l'âge de 27, 28, 30 ans, c'est pas plus vite, plus haut, plus fort, c'est moins vite, moins haut, moins fort. Or, que je sache, à 30 ans, la vie n'est pas terminée, parce qu'il y a aussi ça qu'il faut dire, c'est qu'à force de célébrer le sport, on enferme nos jeunes gens dans le jeunisme, puisque, en gros, après 30 ans, tout est terminé. Ils n'iront pas plus vite, pas plus haut, pas plus fort, si bien que la devise olympique, ça veut dire à nos enfants, en gros, à 30 ans, la vie est finie, ce qui est exactement le contraire de la vérité, le contraire de ce qu'il faut leur dire. Bref, la vraie devise, mais on n'est plus aux Jeux Olympiques, c'est davantage d'amour, davantage de courage, davantage de générosité, davantage de justice. Alors là, tu peux avancer tout au long de ta vie.
tu peux aussi reculer, mais au moins, la vie n'est pas finie à 30 ans. Bref, redisons une nouvelle fois que la vie est plus importante que le sport, que l'amour est plus important que la compétition, que la justice est plus importante que la victoire. Ce n'est pas une raison pour renoncer à la victoire, parce qu'il faut que la justice triomphe. Voilà, mais rappelons à nos enfants qu'il y a plus précieux que le sport, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la justice.